Amants et conduits, mères désespérées et hystériques, incapables de rester en place au tribunal. Ces criminels ont ridiculisé le système judiciaire par leurs frasques. Ils ont exaspéré les familles de leurs victimes, les jurés et le juge. Mais au final, ils ont été condamnés à la prison à vie et justice a été rendue. Numéro 20. Donna Adelson. Is this loud enough, Judge? I can hear you. Thank you for letting me speak. My son-in-law, Dan Markell, was a fine and decent man. He was well-educated and passionate about his career. He was a good son-in-law, but more importantly, he was a caring and loving. Malgré ses réserves concernant Dan Markell, Donna Adelson affirmait l'avoir accepté dans leur vie lorsque sa fille, Wendy Adelson, annonça leur fiançailles. Leur relation avait pourtant bien commencé. Wendy et Dan s'étant tous deux construit une carrière de professeur de droit respecté à l'Université d'État de Floride. Cependant, la situation se dégrada rapidement lorsque les relations entre Dan et Wendy prirent un mauvais tournant. Comme Dan et Wendy maîtrisaient parfaitement le droit, la bataille pour la garde de leur enfant s'enlisa et devint vite amère. En 2014, exaspéré par l'acharnement de Dan à obtenir la garde et par le chaos que cela engendrait chez sa fille, Donna complota avec son fils, Charlie, le frère de Wendy, et évoqua la possibilité de régler définitivement le problème. Charlie aurait eu une liaison avec Catherine McBona, qui avait eu 2 enfants avec Sigfredo Garcia. D'une manière ou d'une autre, tout le monde, y compris l'ami de Sigfredo, Luis Garcia, s'est entendu. Les Adelson verseraient à Sigfredo et Luis, tous 2 membres du gang des Latin Kings, la somme de plus de $100 000 pour récupérer Dan, décédé. Le décès eut lieu en 2014, et ce n'est qu'en 2016 que les enquêteurs obtinrent enfin une piste. Ils retrouvèrent la voiture de Luis et Sigfredo qui avait suivi Dan pendant les 48 dernières heures de sa vie, et purent établir un portrait robot de Sigfredo, déjà fiché. Une fois arrêté, Sigfredo révéla que son mobile pour tuer Dan était de réunir une femme avec ses 2 enfants et de lui en accorder la garde exclusive. Les 2 enfants en question étaient les 2 fils de Wendy et Dan. On découvrit rapidement que si Wendy avait réussi à obtenir la garde principale des enfants, Dan avait obtenu une ordonnance du tribunal lui interdisant de déménager avec eux. Il avait également obtenu une ordonnance interdisant à Donna de passer du temps seule avec ses petits-enfants en raison de propos désobligeants qu'elle avait tenus à son égard. Sigfredo et Luis désignèrent Catherine comme leur complice, ce qui mena les enquêteurs jusqu'aux Adelson. Bien que la famille ait nié toute implication, Catherine prouva avoir reçu une importante somme d'argent de Charlie et Donna pour commettre le crime. Le procès commença par celui de Sigfredo et Luis, tous 2 reconnus coupables de meurtre au 1er degré et condamnés à la prison à vie. Le procès de Catherine et Charlie suivit et aboutit au même verdict. Ce n'est qu'en 2023 que Donna fut arrêtée pour son implication dans la mort de Dan. Elle fut appréhendée à l'aéroport alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour un aller simple à destination du Vietnam, pays sans accord d'extradition avec les États-Unis. Donna clamait son innocence, malgré les nombreuses preuves accablantes. Bien qu'elle ait tenté de prétendre que le décès de Dan l'avait profondément affectée, le procureur révéla des échanges de SMS et des conversations où il était évident que Donna le détestait. Finalement, un jury ne se laissa pas berner et elle fut condamnée à la prison à vie. Numéro 19. Jodi Arias. Lorsque ses amis ont découvert le corps de Travis Alexander en juin 2008, près de 5 jours après sa mort, ils ont immédiatement appelé la police pour signaler le meurtre. Ils étaient persuadés, sans l'ombre d'un doute, que l'ex-petite amie de Travis, Jodi Arias, était responsable. Pourquoi? Dans les jours précédant son décès, Travis avait confié à ses proches qu'il craignait réellement pour sa vie à cause du comportement chaotique de Jodi. Ils s'étaient rencontrés en 2006 alors qu'ils travaillaient pour Prepaid Legal Services. Leur relation, faite de ruptures et de réconciliations, avait rapidement débuté. Si Jodi s'était convertie à la même église que Travis, avait déménagé à Mesa pour se rapprocher de lui et semblait être une petite amie dévouée, Travis avait confié à ses amis qu'elle devenait souvent violente pour un rien. En juin 2008, Jodi a loué une voiture et a traversé l'État pour se rendre en Arizona et retrouver Travis. Leur rencontre fut impromptue et tenue secrète, même pour les colocataires de Travis. D'après des photos numériques retrouvées sur un appareil photo, Jodi et Travis ont passé la nuit ensemble avant qu'elle ne l'agresse sous la douche. Le rapport du médecin légiste indique que Travis a été attaqué par derrière, qu'il présentait 27 blessures sur tout le corps et qu'il avait même reçu une balle.
Elle a ensuite parcouru plus de 5000 km pour restituer son véhicule. Selon un collègue, Jodi est retournée travailler le jour du décès de Travis, comme si de rien n'était. Lors de son arrestation, elle a d'abord nié les faits, puis a prétendu avoir agi en légitime défense. L'accusation a tenté de présenter Jodi comme une femme en détresse, victime de Travis. Cependant, rien ne prouvait que Travis ait agressé Jodi. Cette dernière a affirmé à plusieurs reprises qu'elle n'était pas la suspecte et qu'elle était une survivante. Finalement, Jodi a été condamnée à la prison à vie. Numéro 18. Pamela Smart. I remember being at my lockers and Pam came over and told me the bulkhead door would be open. Now, where did you go after school that day? Well, we drove up to Derry. When we decided it was dark enough. May 1st, 1990. You remember that day? Yes, I did. Did you go to school that day? Yes, I did. What happened at school? Well, just, En 1990, un détective aborda Pamela Smart, la responsable des médias du lycée Winnacunnet, pour lui annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il venait de résoudre le mystère entourant la mort de son mari, Gregory, survenu en mai de la même année. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il l'avait arrêtée. Pamela était réputée pour sa beauté et sa popularité. Elle avait rencontré Gregory à l'Université d'État de Floride et ils s'étaient mariés en 1989. Cependant, 7 mois seulement après leur mariage, des difficultés surgirent. C'est à cette époque qu'elle commença à travailler au lycée Winnacunnet, où elle fit la connaissance de Billy Flynn. Le jeune homme de 15 ans tomba immédiatement sous le charme de la jeune femme de 22 ans, et ils entamèrent une relation. En 1990, Pamela mit au point un plan pour manipuler Billy et le contraindre à se débarrasser de son mari, le privant ainsi de toute intimité. Jusqu'alors, Billy avait un casier judiciaire vierge et figurait au tableau d'honneur. Cependant, l'accusation a soutenu qu'il avait été manipulé pour commettre le meurtre, mis en scène comme un cambriolage qui aurait mal tourné et qu'il avait recruté 3 de ses amis pour le commettre avec lui. Les enquêteurs ont rapidement arrêté Billy et les 3 autres garçons et ont finalement convaincu une autre jeune fille, au courant du complot, de porter un micro et d'incriminer Pamela. L'accusation a présenté Pamela comme le cerveau de l'opération, et bien qu'elle ait admis avoir eu une liaison avec un mineur, elle a prétendu que c'était sa seule faute. Elle a également affirmé que Billy avait lui-même élaboré le plan pour mettre fin à la vie de Greg après qu'elle lui eut annoncé son intention de rompre leur liaison et de se réconcilier avec son mari. Cependant, un jury a percé à jour sa supercherie et l'a condamnée à la prison à vie. La vie de Pamela derrière les barreaux n'a pas été facile. Elle a près de 22 condamnations à son casier judiciaire, a été blessée lors de bagarres en prison et a porté plainte contre le système pénitentiaire. Jusqu'à son échec en appel en 2023, Pamela a affirmé qu'elle suivait régulièrement Billy, qui a été libéré en 2015, et espérait qu'il dirait la vérité. Numéro 17. Laetitia Stauch. Instead of allowing her to take that power of hurting me further, I wanted to tell you this. Let me tell you what Gannon has done. Even to this day, even after you murdered him and she tried to taint any positive image of him, he has caused families and communities to come together. Children and adults have given their life to Christ. He has called unity in times of trial. Acres upon acres when I didn't even go to those acres. Still on mute. How do we find Gannon if none of those things, he was none of the places that I went? Does that not make you open up your eyes and say that I'm not involved, someone else is? Laetitia Stauch a été reconnue coupable d'avoir laissé mourir son beau-fils de 11 ans, Gannon Stauch, dans l'une des affaires familiales les plus sordides du Colorado. En janvier 2020, elle a signalé la disparition de Gannon, affirmant initialement qu'il avait fugué, mais les enquêteurs ont rapidement découvert des preuves l'impliquant. Selon l'accusation, Laetitia a agressé Gannon à leur domicile, le rouant de coups et lui tirant dessus avant de placer son corps dans une valise et de la transporter à travers les frontières de l'État. Elle a finalement abandonné la dépouille sous un pont en Floride, à des centaines de kilomètres de là, tout en mentant sans cesse aux autorités. Lors du procès, la défense a plaidé qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité et qu'elle n'était pas saine d'esprit, mais des experts en santé mentale ont témoigné qu'elle était pleinement consciente de ses actes et de leurs conséquences. En mai 2023, un jury l'a reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, y compris d'avoir laissé mourir un cadavre et d'avoir altéré des preuves. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une peine supplémentaire de 100 ans.
Numéro 16, Brittany Norwood. 331 wounds that took her life. Her 26-year-old co-worker, Brittany Norwood, was also inside and said 2 masked intruders attacked them both. But as detectives dug deeper, Norwood's story began to unravel, and what started as her tale of survival quickly gave way to... You think it was parked? It was on the same, I don't know, maybe a couple stores up. Okay. And, okay, well, let's go through it step by step then. L'affaire Lululemon impliquait Jayana Murray et Brittany Norwood, 2 employés du magasin qui ne s'appréciaient pas. En 2011, la gérante arriva de bon matin et découvrit le magasin sens dessus-dessous. Des marchandises étaient éparpillées sur le sol, des mannequins étaient projetés çà et là, et elle entendait de faibles gémissements provenant de l'arrière-boutique. Elle y trouva Jayana inanimée, gisant dans une mare de sang, tandis que Brittany était ligotée avec des colliers de serrage contre la porte des toilettes, du sang coulant sur son front. D'abord considérée comme une victime, Brittany affirma être retournée au magasin après son service pour récupérer son portefeuille. C'est alors que 2 hommes cagoulés firent irruption, tentèrent de voler et agressèrent les 2 femmes. Des incohérences apparurent rapidement dans son récit, notamment lorsque les enquêteurs déclarèrent que Jayana avait reçu plus de 300 coups de 5 armes différentes, toutes provenant de la boîte à outils située dans l'arrière-boutique. Quant à la coupure au front de Brittany, elle semblait être auto-infligée. Les enquêteurs ont également constaté que les empreintes de pas ensanglantées, laissées par des chaussures d'hommes, commençaient et se terminaient devant le magasin et non à l'extérieur. Brittany a aussi été prise en flagrant délit de mensonge lorsque sa voiture a été retrouvée à quelques kilomètres du magasin. Elle a prétendu que ses agresseurs lui avaient ordonné de la déplacer et qu'ils la tueraient, elle et Jayana, si elle ne revenait pas dans les 10 minutes. Pendant ce temps, des employés du magasin voisin ont affirmé avoir entendu du bruit provenant du magasin Lululemon. Ils ont entendu une femme, Jayana, supplier quelqu'un. « Non, s'il vous plaît, parlons-en. » Alors, pourquoi Brittany a-t-elle commis un acte aussi horrible contre sa collègue? Plus tôt dans la journée, Jayana avait trouvé un pantalon dans un des sacs de Brittany et l'avait signalé au responsable. Furieuse, Brittany était revenue après son service pour tuer Jayana. Finalement, le tribunal l'a reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et l'a condamnée à la prison à vie. Numéro 15. Shayna Hubert. Don't you think? I guess it is, but I do believe that I've been through a lot in my life since then, and I'm a lot more mature. I have more experience with people. I've had to live around people in a close confined space for many years. En 2012, Audrey Bolt, ancienne Miss Ohio, attendait seule son cavalier, Ryan Poston, dans un restaurant. Ils s'étaient parlé quelques heures plus tôt et il semblait peu probable qu'ils ne viennent pas. Pourtant, la soirée avançant et ses messages restant sans réponse, il devint évident que Ryan ne viendrait pas. Elle crut s'être fait poser un lapin, mais la vérité était que l'ex-petite amie de Ryan, Shayna Hubers, venait de le larguer. Ryan avait rencontré Shayna sur Facebook en 2011. Elle avait 20 ans et lui 28. Il était déjà diplômé d'une triple licence et Shayna était une étudiante brillante en psychologie. Le soir du drame, Shayna arriva chez Ryan bien après leur rupture. Apparemment, elle avait appris son rendez-vous avec Audrey. Lors de son appel au 911, elle affirma avoir agi en légitime défense. Lors de son arrestation, Shayna a affirmé avoir tiré sur Ryan au visage pour lui offrir la rhinoplastie dont il avait toujours rêvé. Au tribunal, il a été révélé qu'elle s'était vantée de son acte auprès de ses codétenus, prétendant avoir le QI d'Einstein et être assurée d'échapper à la justice en plaidant la victime de violences conjugales. Lors du premier procès, le juge l'a reconnue coupable et a requis une peine de 40 ans. Cependant, un nouveau procès, prévu en 2018, a abouti à une condamnation à perpétuité. En prison, Shayna s'est mariée avec un autre détenu, dont elle a divorcé par la suite. Numéro 14. Diana Lovejoy. After the second time of shining the light on it and staring at it for a second, I realized I was looking at a barrel and a scope. Find true. The allegations that Diana Jean Lovejoy was vicariously armed with a firearm within the meaning of Penal Code Section 12022. En 2017, des larmes et des cris de stupeur ont retenti dans la salle d'audience lorsque Diana Lovejoy, instructrice de fitness, s'est effondrée pendant le prononcé de sa peine.
Un journaliste a par la suite affirmé qu'elle avait été prise de choc après avoir été condamnée à 40 ans de prison à perpétuité pour avoir tenté, en vain, d'assassiner son ex-mari, Greg Mulvihill. À cette époque, Greg et Diana étaient en plein divorce conflictuel qui s'était soldé par une garde partagée de leurs enfants et par le versement par Diana de plus de $100 000 à Greg. Elle refusait catégoriquement de payer quoi que ce soit. Selon l'accusation, Diana avait engagé son instructeur de tir, Weldon McDavid, ancien marine, pour attirer son ex-mari dans un endroit isolé et l'éliminer. Weldon n'a réussi qu'à blesser Greg dans le dos, manquant de peu des organes vitaux. Greg a survécu à l'attaque et a pu conduire les enquêteurs jusqu'à Weldon, qui l'avait contacté à la demande de son ex-femme, prétendant détenir des documents susceptibles d'aider Greg dans le cadre du divorce. Weldon a clamé son innocence, affirmant qu'il visait la lampe torche que Greg tenait dans ses mains. Il a prétendu être un tireur si expert que s'il avait voulu tuer Greg, il aurait pu le faire sans difficulté. De son côté, Diana a nié avoir jamais payé qui que ce soit pour éliminer son ex-mari. Elle s'est effondrée au tribunal lors du prononcé de sa peine, clamant son innocence. Cependant, une de ses cousines a témoigné que ce n'était pas la première fois que Diana projetait d'éliminer son ex-mari. Selon elle, la coach sportive nourrissait une obsession et une haine profonde envers lui, souhaitant l'éloigner définitivement de la vie de ses enfants. Numéro 13. Kimberly Kessler. Is Johnson's nephew. Jordan Beard is Jolia's cousin. Jordan Beard is Johnson's nephew. Jordan Beard is Jolene Cummings' cousin. Jordan Beard is Jolia's cousin. Jolien's cousin. Jordan Beard is Jolien's cousin. Jordan Beard. Kimberly Kessler est sans conteste l'une des suspectes les plus perturbatrices de cette liste. Elle n'a ni clamé son innocence ni avoué sa culpabilité dans la disparition, possiblement due au décès, de Jolene Cummings, sa collègue du salon de coiffure Tangles. Plus tôt dans la journée, Jolene et Kimberly s'étaient disputées après que Jolene l'eût confrontée au sujet de l'utilisation d'un faux nom pour obtenir son emploi au salon. En réalité, Kimberly utilisait plusieurs identités et craignait d'être découverte. Elle changeait régulièrement d'état après des infractions mineures, adoptant une nouvelle identité à chaque déménagement. On pense qu'en 2018, Kimberly a agressé Jolene au salon, alors qu'elle était seule, puis s'est débarrassée de son corps. Cependant, les enquêteurs n'ont pas réussi à retrouver le corps de Jolene, ni à obtenir d'aveu de Kimberly. Après son arrestation, Kimberly a entamé une grève de la faim, perdant un poids considérable, passant de 88 kg à moins de 27 kg. Elle s'est également montrée extrêmement bruyante et perturbatrice au tribunal, où elle a dû comparaître par visioconférence. Les policiers ont également affirmé qu'elle se déshabillait régulièrement dans sa cellule et proférait des injures contre les murs. Cependant, malgré ces agissements, un juge a estimé que Kimberly était capable de comprendre les accusations portées contre elle et qu'elle était pleinement consciente de ses actes lorsqu'elle a agressé Jolene. En 2024, un jury a finalement reconnu Kimberly coupable de tous les chefs d'accusation et l'a condamnée à la prison à vie. Numéro 12. Julie Schenecker. My daughter, my 16-year-old, is just mouthy. Okay. And it's really ridiculous. Okay. She calls me names. What kind of names she call you? Stupid. En 2011, Calix, 16 ans, et Bo Schenecker, 13 ans, ont été retrouvés sans vie à leur domicile de Tampa, en Floride, par la police. Leur mère, Julie, a été découverte sur la véranda, couverte de sang, lorsque les policiers l'ont approchée pour savoir si elle était la seule survivante d'une agression brutale. Ils ont été stupéfaits de l'entendre se lancer dans un monologue expliquant comment elle avait tué ses enfants. Julie et Parker Schenecker entretenaient une relation apparemment parfaite et avaient 2 enfants ensemble, Calix et Bo. Parker était militaire et en poste à l'étranger au moment des faits, mais appelait régulièrement sa famille. Les problèmes avec Julie ont commencé en 2010, lorsqu'un signalement a été fait au service de protection de l'enfance. Calix s'était confié à une conseillère. Sa mère l'avait frappé pendant 30 secondes lors d'un trajet en voiture. En 2011, confrontée à la mort de ses 2 enfants, Julie a prétendu n'avoir pas eu d'autre choix, car ses enfants étaient insolents. Elle avait acheté l'arme 5 jours auparavant, avait tiré 2 fois sur Bo dans le SUV familial, après l'avoir ramené de son entraînement de football, avait laissé son corps dans la voiture, s'était approchée de la chambre de Calix et lui avait tiré dessus également. Elle avait ensuite recouvert le corps de sa fille d'une couverture avant de sortir sur le porche et de tenter de se suicider.
compte tenu du cynisme avec lequel elle a avoué ses crimes et du fait qu'elle n'a manifesté aucun remords réel, un jury a estimé qu'elle devait être condamnée à la peine maximale de réclusion à perpétuité, 2 peines de réclusion à perpétuité concurrentes pour la mort tragique de Calix et de Beau. Numéro 11. Yoselin Ortega. My daughter, my 16-year-old, is just mouthy. Okay. And it's ridiculous. Okay. She calls me names. What kind of name she call you? Stupid. Le 22 octobre 2012, Marina Krim confia ses 2 enfants, Lucia, 6 ans, et Léo, 2 ans, à Yoselin Ortega pendant qu'elle assistait à un cours de natation avec sa fille Nessie, âgée de 3 ans. Leur père, Kevin Krim, était au travail ce soir-là. Marina avait toute confiance en Yoselin, qui s'était déjà occupée des enfants auparavant. Marina tenait également un blog familial où elle parlait régulièrement de l'éducation de ses 3 jeunes enfants et mentionnait Yoselin. Mais ce jour-là, Marina et Nessie rentrèrent et découvrirent Lucia et Léo baignant dans leur sang dans la baignoire. Elles assistèrent, horrifiées, à la scène où Yoselin tentait de se poignarder à plusieurs reprises à la gorge. Yoselin devait accompagner les enfants au récital de ballet de Lucia, mais elle ne s'y présenta pas. Marina et Nessie retournèrent à l'appartement où elles trouvèrent les 2 enfants dans la baignoire et Yoselin, catatonique, à leur côté. Elle survécut à ses blessures et fut transportée d'urgence à l'hôpital. D'après les premiers éléments de l'enquête, Yoselin était mécontente de ses employeurs qui ne lui avaient pas accordé d'augmentation, bien qu'elle gagnait 18 $ de l'heure, que ses billets d'avion pour la République dominicaine lui aient été offerts par les Crims et qu'elle ait même passé des vacances avec eux. Sa défense a tenté de plaider la folie, affirmant que Yoselin aimait les enfants comme les siens et qu'elle n'était pas pleinement consciente ce jour-là. Cependant, le juge l'a qualifiée de monstre avant de la condamner à la prison à vie. Numéro 10. Amanda Taylor. My family and I, we create and build. The defendant may think she destroyed Lulu and Leo, but she is a failure in this. She saw the nanny, quote, looking at me with this Amanda Taylor, souvent surnommée la tueuse au selfie, est devenue tristement célèbre pour le meurtre atroce de son ancien beau-père, Charles Taylor, en avril 2015. À l'époque, elle n'avait que 24 ans et était encore en deuil de son mari, Rex, qui s'était suicidé quelques mois auparavant. Amanda tenait Charles pour responsable de la mort de Rex, persuadée qu'il avait joué un rôle dans les problèmes d'addiction de son mari. Amanda et son ami Sean Ball se sont rendus en voiture au domicile de Charles en Virginie, armés d'un couteau et d'une barre de fer. Une fois à l'intérieur, Amanda l'a attaqué à plusieurs reprises, près de 30 fois, tandis que Sean le frappait avec la barre de fer. Elle a ensuite pris un selfie avec l'arme, le corps de Charles en arrière-plan, et l'a publié sur Instagram. Amanda n'a montré aucun remords par la suite. Lors d'entretiens depuis sa cellule, elle a même admis se sentir mieux après le meurtre, et a affirmé que Charles ne méritait pas de vivre puisque Rex était mort. Lors du prononcé de sa peine, elle est restée impassible. Finalement, Amanda a été reconnue coupable d'homicide involontaire au premier degré et condamnée à la prison à vie. Numéro 9. Nicole Nachman. We, the jury find as follows to count 1 of the charge. The defendant is guilty of murder in the first degree as charged. I didn't think I could do it, Joe. I didn't think I could do it, but I shot Bob. I didn't think I could do it. And it was just weird because it was in a whisper. Nicole Nachman était étudiante à l'Université d'État de Floride lorsque sa vie a basculé en août 2015. À 21 ans, elle est retournée chez ses parents à Carrollwood, en Floride, et a abattu sa mère, Myriam Diennes, et son beau-père, Robert Diennes. Selon les enquêteurs, elle aurait agi ainsi pour éviter d'avoir à les affronter au sujet de problèmes scolaires et de logement qu'elle leur avait cachés. L'accusation a soutenu que Nicole avait fait le trajet depuis Tallahassee avec l'intention de tuer ce jour-là. Elle a d'abord tiré sur Robert à l'intérieur de la maison, puis a attendu le retour de Myriam pour l'abattre dans l'allée. Des témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu et des cris. L'accusation a maintenu que Nicole était parfaitement consciente de ses actes, présentant des preuves de sa préméditation avant et après les meurtres. La défense, quant à elle, a plaidé qu'elle souffrait de graves troubles mentaux, notamment de schizophrénie et de traumatismes liés à des années de maltraitance psychologique de la part de sa mère.
Des témoins ont décrit Myriam comme autoritaire et critique, et Nicole comme repliée sur elle-même. Malgré cela, des experts en santé mentale ont témoigné qu'elle était saine d'esprit et consciente de ses actes. En 2019, un jury l'a reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de mort suspecte au premier degré. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 8. Marissa DeVault. Hopefully we'll get life and never be released. It was hard. It was hard to sit there and look at her and know that she's alive. And En janvier 2009, Marissa DeVault a agressé son mari, Dale, pendant son sommeil, le frappant à plusieurs reprises à la tête avec un marteau. Elle a d'abord prétendu avoir agi en légitime défense après des années de maltraitance, mais les enquêteurs ont trouvé son récit incohérent et des preuves suggérant un plan prémédité. Marissa a admis plus tard avoir entretenu une liaison avec un autre homme, Allen Flores, qui lui apportait un soutien financier important. L'accusation a soutenu que le principal mobile de Marissa était de toucher l'assurance vie de Dale et de quitter son mariage pour vivre avec Allen. Dale a survécu près d'1 mois dans le coma avant de succomber à ses blessures, et Marissa a été inculpée d'homicide involontaire. Lors du procès, la défense a insisté sur les violences et les troubles mentaux dont elle avait été victime, mais le jury a retenu la thèse de l'accusation selon laquelle le gain financier et l'infidélité étaient les motivations de son acte. En 2014, Marissa a été reconnue coupable et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 7. Nancy Crompton Brophy. En 2011, Nancy Crompton Brophy publia un blog intitulé « Comment tuer son mari ». En 2018, les élèves de l'Oregon Culinary Institute découvrirent leur professeur, Daniel Brophy, gisant au sol, décédé de 2 blessures par balle. Immédiatement, la police soupçonna Nancy. Selon elle, malheureuse dans leur long mariage, elle aurait voulu toucher l'assurance vie d'1 million de dollars, souscrite au nom de Daniel. Elle affirma également qu'elle promenait le chien au moment du décès. Son récit concorda et les enquêteurs n'eurent aucun élément à charge jusqu'à une avancée décisive en 2020. Les images de vidéosurveillance montrèrent Nancy se rendant à l'Institut culinaire et en revenant le jour du décès de Daniel. Ces 13 minutes correspondaient exactement à l'heure à laquelle le médecin légiste estimait que Daniel était décédé. Nancy prétendit alors être simplement sortie prendre un café et avoir oublié de prévenir les enquêteurs sous le coup du stress. Cependant, le jury n'a cru aucun de ses dires et a finalement décidé de l'envoyer passer le reste de sa vie en prison. Numéro 6. Betty Broderick. It was all a game, a very well orchestrated game. And in Dan's mind, this was a legal case. And he had to destroy me, totally. But I don't know why. I never did anything to him to incur all that hate and wrath. People say she had $1 million house and $16,000 a month alimony. Why didn't she go live her new life? And a boyfriend, for that matter. Why didn't she go away and live her life and leave them alone? Me leave them alone? I would have loved to have done that. And that would have been the plan, is to be left alone and have $1 million house and a boyfriend and a car and everything. But that's... L'affaire Betty Broderick est entrée dans la légende en raison de son dénouement dramatique. Betty affirmait avoir toujours été destinée à être femme au foyer et appartenir à une famille très traditionnelle. Elle rencontra Dan Broderick en 1965, qui devint rapidement obsédé par elle. Betty prétendait que Dan était prêt à tout pour gagner son affection. Le couple finit par se marier et eut 5 enfants. Pendant que Dan poursuivait ses études de droit, Betty subvenait aux besoins de la famille et élevait les enfants. La carrière juridique de Dan prit son envol et il connut un grand succès. Les Broderick devinrent rapidement très riches. Cependant, après 10 ans de mariage, Dan entama une liaison avec sa secrétaire de 21 ans, Linda, et finit par quitter Betty pour vivre avec elle. Il obtint également la garde exclusive des enfants et compliqua la tâche de Betty pour trouver un avocat qui défende ses intérêts lors de leur procédure de divorce. Betty affirmait que Dan l'avait laissée sans ressources et que Linda la narguait après leur mariage en lui envoyant des crèmes pour le visage et des produits minceurs. Elle affirma avoir finalement craqué en 1989 lorsqu'elle s'introduisit par effraction chez le jeune couple et leur tira dessus pendant leur sommeil. Selon Betty, Dan ne mourut pas sur le coup et ils eurent une brève conversation avant son décès. Sa défense plaida la folie, arguant que Betty avait été tourmentée et ruinée par Dan et Linda. Un jury la crut préméditée et la condamna à une peine de 32 ans à perpétuité. Bien que personne ne puisse justifier le meurtre d'une personne décédée, Betty Broderick recevrait encore du courrier de fans à ce jour. Numéro 5. Michelle Lodzinski.
After I paid for a soda, I turned around and he was gone. But then later changed her story to say he was abducted. Her attorneys stand by her side. She did not kill her child. L'affaire Michelle Lodzinski est l'une des plus controversées concernant la disparition d'enfants aux États-Unis. Elle s'est étendue sur plus de 20 ans avant d'aboutir à une condamnation pour meurtre. En mai 1991, Michelle, une mère célibataire de 23 ans originaire du New Jersey, a signalé la disparition de son fils de 5 ans, Timothy Wiltse, lors d'une fête foraine à Sayreville. Les versions de Michelle ont varié à plusieurs reprises. Elle a d'abord affirmé que Timmy s'était égaré, puis qu'il avait été enlevé par une connaissance, et ainsi de suite. Près d'un an plus tard, les restes squelettiques de Timmy ont été découverts à plusieurs kilomètres du site de la fête foraine, près de l'ancien lieu de travail de Michelle. Malgré cette découverte, les autorités n'ont pas trouvé de preuves suffisantes pour l'inculper, et l'affaire est restée non résolue pendant plus de 20 ans. En 2014, les progrès de la police scientifique et le regain d'intérêt pour l'affaire ont conduit à son arrestation. L'accusation a soutenu qu'elle avait peut-être tué son fils par frustration, puis mis en scène sa disparition. Un jury a reconnu Michelle coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamnée à une peine de 30 ans à perpétuité. Numéro 4. Kelly Cochran. I watch and I study people. Obviously, you do too. And how they act and how they seem to feel and react to others. And it's all about whether or not you can use that particular emotion to manipulate. Kelly Cochran est l'une des figures les plus tristement célèbres de l'histoire récente des affaires criminelles américaines, reconnue coupable de 2 meurtres brutaux liés à une relation sordide. En 2014, elle et son mari, Jason, ont comploté pour tuer Chris Reagan, avec qui Kelly entretenait une liaison. Selon l'accusation, le couple avait conclu un pacte au début de leur mariage. Si l'un d'eux trompait son conjoint, celui-ci devait tuer l'amant. Kelly a attiré Chris chez eux, où Jason l'a abattu, puis ils ont démembré et dissimulé son corps. L'affaire est restée non résolue pendant près de 2 ans, jusqu'aux aveux de Kelly. Comble de l'horreur, les enquêteurs ont découvert plus tard que Kelly avait également tué Jason en 2016, en lui injectant des substances et en l'étouffant. Elle a prétendu se venger d'avoir été contrainte de conclure ce pacte, tandis que l'accusation a soutenu qu'il s'agissait d'un acte s'inscrivant dans une escalade de violence. Kelly a été condamnée à la prison à vie. Numéro 3, Stacey Castor. The question I ask is why? Why did she do these things? I know that's probably never going to be answered. There are so many things that she has ruined. She'll never be able to see Bree graduate. My father will never take me down the aisle. She'll never get to see her grandchildren. All those things she took away from me. She killed 2 people and tried to kill me and blame it on me and blame me for the other deaths. That bothers me so much. Sitting down talking to Danny on the phone. What were you wearing? Probably jeans and a t-shirt. I don't care what you were probably wearing. What were you wearing? You remember it? No, I remember I wasn't typing. I didn't say I remembered what I was wearing. You just remember that you weren't typing, right? Yes. Stacey Castor, la veuve noire des temps modernes, détestait presque tout le monde dans sa vie, surtout ses maris. Dans les années 80, elle rencontra son premier mari, Michael Wallace, à l'âge de 17 ans. Peu après, ils se marièrent et eurent 2 filles, Ashley et Bree. Le couple resta marié jusqu'en 2000, bien que beaucoup affirment qu'ils avaient tous deux des liaisons extra-conjugales et étaient malheureux dans leur relation. En 1999, ses proches s'inquiétèrent de plus en plus pour Michael, qui semblait constamment malade. Il toussait, tenait à peine en place et délirait souvent. Malgré les nombreux conseils de ses amis et de sa famille, il décéda en 2000 avant d'avoir pu consulter un médecin. Les médecins conclurent à une crise cardiaque. Stacey rencontra ensuite David Castor et l'épousa en 2003. En 2005, elle appela le 911, affirmant que son mari s'était enfermé dans leur chambre après une dispute et qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Lorsque les policiers enfoncèrent la porte, ils trouvèrent David sans vie à côté d'une bouteille d'antigel. Stacey était apparemment hystérique.
Cependant, des incohérences commencèrent à apparaître dans son récit lorsqu'ils découvrirent une poire à jus portant l'ADN de Daniel et la bouteille d'antigel avec les empreintes digitales de Stacy. Ils en conclurent que Stacy avait administré la dose mortelle après avoir microdosé Daniel pendant des années. Les enquêteurs finirent par exhumer le corps de Michael et trouvèrent également des traces d'antigel dans son organisme. Inquiète, Stacy tenta de faire porter le chapeau à sa fille Ashley, qui la considérait comme sa meilleure amie. En 2007, Bree trouva sa sœur dans un état quasi comateux, après que sa mère lui eut servi une boisson alcoolisée. Un mot était joint au corps, dans lequel Ashley avouait apparemment la mort de son père et de son beau-père. Ashley survécut au cocktail mortel et déclara à la police n'avoir jamais écrit un tel mot. Cependant, lors de l'arrestation de Stacy, cette dernière affirma qu'Ashley était la véritable coupable. Elle maintint cette version tout au long des 4 semaines de son procès, et c'est sur cette base que sa défense s'appuya. Ashley témoigna à plusieurs reprises pour clamer son innocence, et l'accusation mit en avant plusieurs brouillons du même mot, rédigés sur l'ordinateur de Stacy plus tôt dans la soirée. La mère et le beau-père de Stacy la soutinrent au procès, tandis que le reste de sa famille prit le parti d'Ashley. Lors du prononcé de la sentence, il fut révélé que Stacy avait tué ses maris pour toucher leurs assurances-vie. Il fut également révélé qu'elle avait spolié l'autre fils de David, issu d'un précédent mariage, de son héritage quelques jours seulement avant son décès. Le juge, horrifié par les extrémités auxquelles Stacy était prête à aller, la condamna à la prison à vie. En 2016, Stacy décéda dans sa cellule, apparemment d'une crise cardiaque. Numéro 2. Sheila Davalu. But she's a cold-blooded killer. That's what they say about you. How does that make you feel? L'affaire Sheila Davalu est l'un des meurtres survenus dans un triangle amoureux parmi les plus étranges et glaçants de l'histoire criminelle américaine. Née en Iran et élevée aux États-Unis, Sheila menait une vie épanouie à New York, travaillant dans l'industrie pharmaceutique et mariée à Paul Christos. Mais elle était profondément obsédée par un collègue, Nelson Sessler. Ce dernier commença à fréquenter une autre femme de leur lieu de travail, Annalisa Raimundo, et la jalousie de Sheila devint rapidement fatale. En 2002, Annalisa fut retrouvée sans vie dans son appartement. L'affaire resta au point mort pendant des mois, jusqu'à ce que Sheila devienne suspecte dans un autre crime tout aussi choquant. En 2003, elle attira son mari, Paul, chez eux sous prétexte d'un jeu impliquant des bandeaux et des menottes. Une fois l'homme ligoté, elle l'agressa à plusieurs reprises, mais il survécut et l'identifia comme son agresseuse. Les enquêteurs établirent rapidement un lien entre elle et la mort d'Annalisa, grâce à des preuves ADN et des relevés téléphoniques la reliant à la scène du crime. L'accusation a soutenu que Sheila avait ôté la vie à Annalisa pour éliminer sa rivale amoureuse. Elle a finalement été reconnue coupable de tentative d'assassinat à New York pour l'agression de Paul et condamnée à 25 ans de prison. Elle a ensuite été jugée dans le Connecticut pour le meurtre d'Annalisa et a écopé de 50 années supplémentaires. Dans une interview accordée à Piers Morgan depuis sa prison, Sheila a clamé son innocence, accusant à plusieurs reprises la police d'avoir mal géré l'enquête. Numéro 1. Claudia Oerig. Where's he gonna come from? If you tell the truth to this court, he can, because I have a recording of every day of my life for 2 years, and this court knows, and Dennis Watkins know, and you know that my whole life was recorded with voice recording, and it's not in here, was not brought in as evidence. Why are you lying to this court, to this juror, and to Brazil, and to me, to my face? Could you bring my computer here and play the whole tape for these people to hear? En 2005, Claudia épousa Carl Oerig, un major de l'US Air Force respecté et pilote de ligne, et ils s'installèrent à Newton Falls, dans l'Ohio. Mais derrière les apparences, leur relation était loin d'être heureuse. Début 2007, Claudia décida de mettre fin à leur mariage, mais choisit une solution radicale. Alors que Carl s'apprêtait à partir travailler, elle lui tira 2 balles dans le dos et une dans la tête. Les enquêteurs découvrirent plus tard qu'elle avait acheté l'arme quelques jours auparavant et vidé leur compte bancaire avant de mourir. Quelques heures plus tard, elle s'envola pour le Brésil et disparut. La constitution brésilienne interdisant l'extradition de ses citoyens, Claudia y vécut ouvertement pendant des années, refaisant même sa vie tandis que la famille de Carl luttait sans relâche pour obtenir justice aux États-Unis.
Ce combat finit par porter ses fruits plus de 10 ans plus tard. Après des années de pression diplomatique, le Brésil lui retira sa nationalité en 2018, permettant ainsi son extradition. Devant le tribunal, Claudia a reconnu avoir tiré sur Carl, mais a affirmé avoir agi sous le coup d'une crise émotionnelle provoquée par des brimades verbales. En février 1919, elle a été condamnée à la prison à vie.